Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 163e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte cette semaine dans la cage pour vous débriefer le triomphe, la victoire d'Israël Adesanya sur son vieil ennemi Alex Pereira à l'UFC 287 ce week-end pour redevenir champion des moyens de l'UFC. Avec moi pour débriefer cette carte cette semaine, mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi, boxe ou MMA, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Bonjour Alexandre. La prépa a commencé pour la EF du 1er juin, EF 3, on rappelle ton prochain combat. Exactement, mais surtout on a vécu un week-end de malade mental. Entre la boxe, l'UFC et la prépa d'Adesanya. On aurait pu faire un numéro boxe presque sur ce week-end. Clairement. Allez, on va débriefer Adesanya Pereira 4, enfin le 2 en MMA. 3 flèches envoyées vers son rival gisant au sol comme pour effacer le souvenir des 3 défaites du passé. Il l'a fait, battu 3 fois par Alex Pereira, 2 fois en kickboxing, une autre en MMA. Israël Adesanya a pris la plus éclatante des revanches en mettant KO son meilleur ennemi ce samedi soir à Miami dans l'affiche principale de l'UFC 287. The Last Stylebender a remporté le combat qu'il a sans doute le moins dominé face à Powhatan, mais il redevient le roi des moyens de l'UFC avec ce qui restera comme une des plus belles victoires de sa carrière. Le RMC Fighter Club débriefe l'UFC 287 et le triomphe d'Adesanya face à celui qui était jusque-là son pire cauchemar. La patate élégant et quel regard d'un côté comme de l'autre. Ils sont en mission. Les deux sont en mission. Le high kick arrive dans les gants, le front kick maintenant, il varie ses attaques et la réponse. Et ça fait reculer tout de suite Adesanya. Oui, bien, direct au corps, c'est bien. Et le kick. Là, ça c'est pas bon. Et ça c'est pas bon pour Adesanya. Et le contre d'Adesanya magnifique. Et ça y est, il a mis KO. Il a mis KO. Il récupère sa ceinture. C'est fait. C'est fait pour Adesanya. Waouh. Oh là 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 là. Il l'a éteint littéralement, il l'a endormi. Hey, shush, listen up. I want to say something. People, Earth, I hope every one of you behind your screens or in this arena can feel this level of happiness just one time in your life. Merci à Max Abolin pour cette petite prod et on a senti dans la voix de notre ami Taylor Lapillus, le choc quand même de la violence et la puissance de ce KO au deuxième round d'Israël Adesanya. Joe, avant qu'on rentre dans la technique de comment Adesanya a enfin éteint Pereira, un petit mot sur le mental, parce qu'on en avait pas mal parlé dans notre preview la semaine dernière, et je dois te tirer mon chapeau, tu avais tout vu là-dessus, c'est que Adesanya, il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de peur, il a accepté la guerre, il a accepté la pression de Pereira, et il n'y avait rien qui est dans son cerveau qui le freinait par rapport aux 3 combats du passé. Bon, il y a eu tellement d'analyses à l'emporte-pièce sur le fait que que Pereira était dans le cerveau d'Adesanya, des coachs célèbres, des combattants, surtout des coachs célèbres en France qui, c'est pas parce que toi t'arrives pas à changer la mentalité de tes combattants que les autres n'y arrivent pas. Et moi, il y a bien une qualité que j'ai toujours appréciée chez Adesanya, et je pense que c'est un petit peu ce qui fait que sa popularité a si rapidement explosé, c'est cette capacité à créer des storytelling autour de ses combats. On l'avait dit, rappelle-toi, quand il affronte Anderson Silva, c'était je dois tuer le père. Il se raconte plein d'histoires, il se fait des scénarios, il y a des visuels, parfois t'as un fan de manga et tout, donc il aime bien les histoires. Il est vraiment dans ce délire-là, et là vraiment quand il disait le chassé devient le chasseur, écoute, je pense que alors que n'importe quel autre individu, après avoir perdu 3 fois et 2 fois par KO seulement face au même gars, il aurait eu beaucoup de mal à garder sa confiance. Je pense que lui, dans son esprit un peu fan de manga, tu vois, il se dit c'est la péripétie, c'est digne des meilleurs animés, je vais arriver et c'est moi qui vais prendre Pereira. Alors il y a cette explication-là. La deuxième qui est peut-être un petit peu plus terre à terre. Je pense sincèrement qu'Adesanya est l'athlète, le combattant supérieur par rapport à Pereira, il le sait. Ça, on l'avait dit. Et je pense qu'il s'en est rendu compte. Parce qu'il est intelligent, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, et son coach, Eugene Bareman, est extrêmement intelligent. C'est bien de se comparer à Eugene Bareman, mais il faudrait aussi arriver à accomplir le même degré de travail. Je pense que c'est là où ils ont été très forts, c'est qu'Adesanya a compris qu'après avoir gagné le titre, il était tombé dans une espèce de routine avec un petit peu de nonchalance. D'où tous ces combats extrêmement ennuyeux où c'était des combats où il gagnait au point. Tu sais, c'était vraiment j'envoie des low kicks, je reste à distance. Ces 4 dernières défenses et on en parlait souvent. Et là, je pense que de cette fait mettre KO, ça l'a réveillé. Et comme c'est quelqu'un d'intelligent, il s'est dit ok,
c'est la sonnette d'alarme pour dire que je suis en train de partir en cacahuète, que je suis trop complaisant avec moi-même. Je vais me remettre dans le dur, je vais recombattre le feu par le feu, et on va en parler dans la deuxième partie qui sera plus technique, mais il a vraiment combattu le feu par le feu, que ce soit psychologiquement et techniquement, et franchement moi je suis en admiration devant ce qu'Adesanya a fait. Et je reprends ton parallèle, puisque t'en parlais la semaine dernière de cet amateur de manga Dragon Ball. Il a été tout ça, la péripétie sur le parcours, il a été dans la salle du temps, il est ressorti et il a battu son Némésis, voilà, comme il devait faire. Et cette relation, t'en parlais aussi avec Eugene Berman, on l'a vu d'ailleurs toute la semaine, on les sentait vachement connectés, on sentait qu'il y avait eu du travail de fait énorme là-dessus, et pour aborder ce nouveau combat contre Pereira, et chapeau au duo en effet. T'as entendu ce qu'il avait dit Eugene Berman avant ? J'ai entendu quelques interviews. Il a donné une interview, et je pense que tous les fans d'Adesanya et tous les suiveurs Sheik Baba du podcast Bordering l'avait aussi soulevé. Il disait je veux retrouver le Adesanya un petit peu plus jeune, celui qui calculait moins et celui qui était capable d'être plus créatif. Tout à fait. Voilà. Ce qu'on avait souvent dit sur ces dernières perfs. Alors que la logique, le bon sens aurait voulu que sur ce combat, 90% des gens auraient dit bon ben on va faire extrêmement attention. Exactement, on va être l'inverse. On va essayer de clincher. Dès que tu sens que t'es un peu touché, on va aller passer en grappling. Non, il n'y a pas eu de ça. Il n'y a pas eu de squat, il n'y a pas eu de tout ça. Ça a été directement le feu par le feu. Et franchement, j'ai réfléchi parce que toi, comment on suit l'UFC depuis quasiment le début ? T'as déjà vu ça ? Non. Un mec qui se fait mettre KO 2 fois par le même mec. Aussi, je suis d'accord. Ou même juste une fois, on va rester juste sur la même. Non, mais j'y pense. Un KO aussi sale. Aussi sale. Qui revient avec autant de confiance, et de qui flow. revient aussi vite. Ouais, qui revient aussi vite pour ça. Alex, la confiance. C'est... Même Georges Saint-Pierre face à Matsera, il n'était pas aussi confiant. Si tu veux, moi, ce week-end, il a pris mentalement un degré encore à Adesanya. C'est-à-dire que par rapport à ce que je le voyais, il a, tu vois, sur ma liste, il a pris quelques levels en mode c'est un sacré bonhomme, quoi. C'est un sacré bonhomme parce que combattre le feu par le feu, quand t'as eu ça, quand il t'a éteint autant de fois, quand on va en reparler, mais quand même, les enfants de Poatan se moquaient de toi quand t'étais KO. Enfin, c'est très très fort mentalement de la part. Tu vois un combattant à l'UFC plus fort psychologiquement qu'Adesanya ? Aujourd'hui, là ? Non, mais dans l'histoire. Je vais loin, hein. C'est difficile à comparer. Mais... Ça mériterait un épisode entier. Tu sais, dans l'after, quand on parle de foot, souvent, moi je dis attention, on a tendance les souvenirs du passé, ça a tendance à ajouter une patine un petit peu délicieuse qui fait qu'on a du mal à apprécier ce qu'on a déjà devant les yeux. Et honnêtement, j'y ai beaucoup réfléchi. Quand je vois je vois personne avoir réussi à gérer aussi bien la perte d'un titre. Une telle situation. Il perd le titre, il arrive. Je t'aurais parlé de cette stat. Tu l'avais souligné. Voilà, cette stat où il y a très peu d'anciens champions qui avaient gagné le rematch derrière. Donc non. C'est une des meilleures gestions. J'allais te mettre un coup de brosse à luire. C'est que tu avais directement souligné dans le débrief du premier combat qu'il arrive, conférence de presse après la défaite, la fourrure, il fait la tournée médiatique, à quel point il avait bien géré. Et ça, déjà, c'était un très bon indicateur. Alors, il y a des gars qui ont très bien géré les défaites, Connor après Nate, Dominic Cruz après Cody Garbrandt, etc. Mais là, d'arriver et de gérer la défaite, de reprendre le combat tout de suite et de faire tous les ajustements techniques et psychologiques, chapeau. C'est énorme. Et on va rentrer dans la technique parce que ce combat, ça me faisait sourire, je t'en parlais en off, Joe, mais avant le premier combat, en novembre, UFC 281, on rappelle, on s'était questionné dans la preview, on s'était dit, est-ce qu'on va avoir un combat de kick, puisque les deux viennent d'être du kickboxing, voilà, qui shootera le premier dans les gens. Le combat de kick, celui qu'on a le plus vu des deux en MMA, c'est celui-là, c'est celui qu'on a vu ce week-end. Il n'y a pas eu de travail en lutte, il n'y a pas eu de travail au sol, c'était jusqu'au KO, ça a été du kick. Et je te l'ai dit dans mon intro, parce que moi je le pense, est-ce que Adesanya n'a pas gagné le combat des 4 qu'il a le moins dominé contre Pereira ? Qu'est-ce que t'en penses de ça ? Je pense que Pereira était en train de faire un travail, notamment au niveau des low kicks, un travail de sap qui pouvait faire très mal dans les rounds suivants, qui était en train d'entamer fortement Adesanya, et qu'il l'a bien pris ce combat Pereira. Tactiquement, il l'a bien pris ce combat. On va rentrer dans le deuxième round où peut-être qu'il est un peu trop agressif, mais il le joue plutôt bien son combat, moi je trouve. C'est les deux. Je pense que Pereira a fait un meilleur combat que le précédent. Mais je pense aussi que c'est un choix délibéré d'Adesanya que de combattre le feu par le feu, encore une fois, d'accepter de subir, d'accepter de se dire que son jeu habituel en kickboxing qui est je reste à l'extérieur, je pique avec des low kicks et puis je contre, et ben d'accepter, tu vois, de ne pas être en contrôle pour justement faire parler sa puissance en contre. Et c'est pas très clair ce que je dis, je vais le reformuler, désolé, on va pas réenregistrer machin, mais en gros je pense qu'Adesanya, depuis la prise de la ceinture, sur les derniers combats, ce style très chiant qu'il avait, c'était je mets la pression avec mes low kicks
pour ne pas subir, mais j'engage pas. Tu vois, c'est-à-dire que je vais essayer de contrôler, l'espace de la cage, Exactement. dans le contrôle de ce la combat. distance de combat, de l'espace de la cage, mais justement pour être en sécurité sans forcément trop attaquer. Là, je pense que l'ajustement majeur qui a été fait par Eugene Berman et par Adesanya, c'est de dire, ok, quelle est ta qualité principale, Adesanya ? C'est que tu es un gros contreur. C'est comme ça qu'il prend la ceinture Tout à contre fait, Robert Whittaker. ouais. C'est sur une série de contres qui sont foudroyantes. Tout à fait. Et là, on va accepter d'un peu plus subir. Par contre, on va être plus offensif. Et est-ce qu'on a, dans le sous-texte de ces questions et du débat qu'on a là, Joe, c'est est-ce qu'on n'a pas, avec les performances un peu en demi-teinte où il était plus en contrôle, Adesanya, on a dit ses 4 dernières défenses avant l'épisode Pereira, est-ce qu'on l'a pas, est-ce qu'on n'a pas oublié qui était Adesanya ? Est-ce qu'on n'a pas oublié quel combattant c'est fabuleux en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Toi comme moi, non. Oui, mais je pense que la majorité. Voilà, je te parle. La majorité, oui, mais toi comme moi, non, parce que je pense que tous les gens rationnels auront pris 2 choses. La première, c'est qu'Adesanya s'était endormi un petit peu sur ses lauriers. Et pourquoi il s'était endormi un petit peu sur ses lauriers ? C'est tout simplement parce que le niveau d'opposition dans la division était beaucoup trop faible pour le challenger. Pour le réveiller, je suis désolé, je l'aime beaucoup, mais c'est pas Jared Cannonier qui va réveiller Adesanya. C'est pas Marvin Vettori qui va réveiller Adesanya. Et on va en reparler parce qu'on va parler de la suite et que ça pose des problèmes aussi en perspective sur la suite. Tu verras. Je sais qu'il y en a pas, mais on va en parler parce qu'il a nettoyé la KT clairement, dont il est redevenu le champion. On passe un peu plus sur comment il a éteint Pereira. Oh là là, Alexandre Herbinet a fait tomber son micro. Voilà. On reprend donc techniquement sur le combat, Joe, comment Adesanya a éteint Pereira dans ce 2 en MMA. Premier round, on va dire un peu classique, round un peu d'attente entre guillemets, beaucoup de switch chez Adesanya. Commence déjà en gaucher. Beaucoup, voilà. Et pas forcé comme il le faisait dans d'autres combats. Là, tu sens que c'est voulu et que c'est pour implémenter ses kicks qui passent très bien. D'ailleurs, beaucoup de middle, high kick, ça passe. De l'autre côté, un Pereira qui fait beaucoup de travail, je l'ai déjà dit, sur les low kicks. Travail de sap qui commençait à payer. D'ailleurs, sur la séquence finale, la jambe d'Adesanya plie un peu. Le travail commençait à peser, je pense. Et puis, deuxième round où ça s'accélère, notamment avec un Poatan beaucoup plus agressif qui va essayer de le cadrer contre la cage pour lui mettre une séquence finale, le terminer. Très intelligent, j'ai trouvé, d'Adesanya sur la façon et d'accepter cette pression-là, mais de s'en sortir au plus vite. Dès qu'il y a une porte pour notamment coulisser latéralement, il y va, il le fait. Et jusqu'à la séquence finale, où, moi je te dis, la séquence finale, Poatan a raison d'y aller, a raison d'enclencher. Je dis, si vous regardez cette séquence finale, il y a ce low kick où la jambe d'Adesanya flanche vraiment très fort. Il enchaîne avec ses coups au corps, ce coup de genou. C'est normal, il veut le finir, il pense même, sans doute il pense qu'il peut le finir. Et puis il y a le contre, la droite qui part en contre, la deuxième qui arrive pleine tempe, et le coup de poing marteau au sol pour terminer et que l'arbitre s'interpose. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans les adaptations ? Tu m'en parlais, Joe, tout à l'heure, d'Adesanya. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la façon dont tu as combattu Adesanya pour aller chercher cette victoire? C'est de combattre le feu par le feu. C'est-à-dire de ne pas chercher à forcément contrôler la distance de combat. Je pense que c'était un choix assumé. Et d'essayer de retrouver son esprit, son essence de contreur. C'est sa qualité principale. C'est le meilleur contreur de la planète en striking. Et de chercher ça. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, notamment sur le second round. Quand il était un petit peu enfermé contre le grillage, il a justement fait des changements par rapport au premier combat. Sur le premier combat, en première intention, quand il était enfermé contre la cage, c'était vraiment mouvements latéraux, tout de suite, pour sortir. Là, à chaque fois... Ouais, là, moi, ce que je disais, c'est qu'il acceptait le truc et après, il bougeait. Voilà, ok, alors on est d'accord. Là, à chaque fois, avant d'essayer de refaire parler ses déplacements, son jeu de jambes pour sortir latéralement, c'était toujours essayer de chercher l'ouverture pour le contre. Tout à fait. Et ça, c'est-à-dire accepter de prendre un petit peu plus la pression, accepter de prendre un petit peu plus de risques parce qu'en face, t'as un mec qui est pas manchot et qui peut éteindre n'importe qui. Et donc accepter, je le répète, de combattre le feu par le feu. Et pour moi, ça a payé parce que sur la séquence de finale, c'est l'illustration de tout ça. Il a sa jambe qui est un petit peu compromise, il est enfermé contre le grillage. Et au lieu d'avoir le réflexe de survie, de se dire « je vais essayer de partir, je m'en vais », il accepte les coups. C'est-à-dire qu'il fait un espèce de, il les fait glisser sur ses épaules. Il se part un peu, mais de manière très basique, sur le coup de genou. Il est bien dans sa garde. Il est bien dans sa garde. Garde hermétique. Et dès qu'il voit l'opportunité, bam, t'as la droite qui passe. Il double à la droite. Poatan est endormi avant même d'avoir touché le sol. C'est magnifique. La deuxième, tout petit détail technique, mais qui m'a fait sourire en le voyant, parce que c'est la qualité de ces grands champions. Il prend appui sur le dos contre la cage. Après cette première droite, il y a le petit appui pour mieux rebondir et passer la deuxième qui touche pleine forme. Exactement. C'est le petit détail, mais qui te montre le niveau de ces champions-là. Mais on est d'accord, je pense qu'on est d'accord pour vraiment résumer le truc, c'est que cette fois, il a accepté le danger. Il n'a pas cherché à fuir le danger
en scorant d'abord, il a vraiment accepté de subir le danger pour se créer des opportunités de contre. Et ça, cet Adesanya-là, depuis la prise de ceinture contre Robert Whittaker, on l'avait pas vu parce que même Paulo Costa, il est techniquement très limité, donc ça compte pas vraiment. Et puis Adesanya était très en contrôle. Mais c'est la dernière fois qu'on a vu cet Adesanya qu'on aime, quoi. Et c'est pour toi, c'est volontaire, c'est-à-dire c'est tout ce qu'il a préparé avant le combat en se disant c'est ma manière d'aller le chercher plutôt que d'éviter ça, plutôt que de, comme tu disais tout à l'heure, de marquer mes points et puis d'assurer tout en ayant toujours ce risque qui m'éteigne avec sa gauche. Bah oui, parce qu'il l'avait dit. Ouais, je pense aussi, en fait, c'est pas juste que lui l'avait dit, parce que lui, c'est normal, il doit vendre les combats. Il avait dit canonnière, je vais le mettre KO, machin, veto. Il l'avait dit à chaque fois, ok. Mais le truc, c'est surtout son entraîneur. Ce dont il avait parlé, de retrouver l'Adesanya un petit peu plus jeune, qui acceptait de prendre plus de risques et d'être plus créatif. On savait qu'il avait ça en lui. Contre Whittaker, c'était clairement assumé, ça se voyait plus que c'était clairement assumé parce que Whittaker n'a pas la taille et la puissance d'Alex Pereira. Mais c'est pour moi là où il excelle le plus, c'est quand il accepte la pression et que tel un sniper, la moindre opportunité de contre, il va la prendre. Là pour moi, certes, tu peux dire que sur les 2 rounds, Poatan domine le combat, mais je pense que c'est une domination qui est largement acceptée par Adesanya, parce que je pense que Adesanya ne se serait pas satisfait d'une décision en 5 rounds. Ouais, bien sûr. Voilà. Accepter aussi cet enfer, entre guillemets, pour mieux le redonner toi. Oui, pour mieux et puis c'est même pas qu'il n'aurait pas été satisfait d'une décision en 5 rounds, c'est que c'est toujours pareil, tu peux cruiser comme ça, il est capable de le faire, prendre les 4 premiers rounds, et puis au 5e round, te faire cueillir à la fin. Il a compris, le danger est trop présent, il faut le terminer. C'est qu'au final, cette tactique, c'est ce que je disais, ce que je sous-entendais, c'est qu'au final, cette tactique un peu plus dangereuse, entre guillemets, elle était presque inverse. Il y a presque moins de danger parce que tu t'évites ce danger d'un 5e round après avoir dominé 4 où tu prends pas de risque et où tu te fais éteindre salement sur un petit crochet du gauche, quoi. C'est sa plus belle victoire, tu crois, la plus iconique en carrière à Adesanya? Oui. Moi, je pense que c'est la plus iconique. Pour l'histoire, pour la célébration, on va en parler. Je pense qu'elle est tout en haut. Ouais. Mais moi, j'ai quand même... Allez, c'est compliqué. Hein, c'est dur de faire un ordre, mais je vais en mettre 3. Il y en a 3 qui, pour moi, tu peux parler des 3. Brunson au Madison Square Garden, parce qu'on savait pas encore ce qu'il valait. Tu lui colles un lutteur, et puis il l'éteint avec une maestria qui était incroyable, alors que Brunson a essayé pas mal de trucs sales, notamment tirer son short et tout. Le compte sur lequel il le cueille avec le genou, c'était prodigieux. Master contre 1. T'es obligé de parler de la prise de ceinture contre Robert Whittaker. Ouais. Parce que contre Whittaker, c'est quand même Robert Whittaker. Et la séquence sur laquelle il le termine au premier round, alors que la cloche sonne, et puis où il le retermine sur la même séquence au 2e round, c'était magistral. Et oui, celui-là, t'es obligé parce qu'il y a l'histoire. Non, mais t'as raison, je chipote. C'est la plus belle. Franchement, et puis même, on le sentait toute la semaine, avant le combat. Au moment du face-off dans la cage, juste avant que ça commence, tu sens la tension. Quand il y a une rivalité comme ça, il y a quand même un petit truc en plus parce que tu sentais que ils s'aiment pas, ils s'aiment pas les deux, ils s'aiment pas beaucoup. Oui, mais c'est sain. Oui, c'est de façon saine, t'as raison. D'ailleurs, on les a vus à la fin du combat dans les coulisses. Hein, vous pouvez voir la vidéo sur les réseaux sociaux où il se tombe dans les bras, mais Adesanya lui dit même qu'il viendra au Brésil un jour. Voilà, qu'il y a du respect entre les deux. Mais cette tension qu'il y a et qui était palpable, elle rajoute un truc à une histoire, elle rajoute un truc au combat, quoi. Je pouvais couper la tension avec un couteau quand il rentre dans la cage au début. Pour parler de Poatan, puisqu'on reste sur le combat et la technique, t'es d'accord avec moi par contre sur la deuxième partie que je te disais en analyse que ce qu'a fait Poatan, il a plutôt bien travaillé techniquement, tactiquement. Il a tout bien fait. L'agressivité qu'il donne dans le deuxième, elle est logique parce qu'il est en train quand même de toucher Adesanya et qu'il peut le finir. Il a rien fait de mal en fait, Pereira. Il s'est juste fait prendre en compte, quoi. Je checkais les stats. J'aime bien checker les stats après les combats, notamment sur les zones de frappe. Et de mémoire, hein, je me trompe peut-être, mais en tout cas c'était significatif. Je suis plus trop sûr des chiffres exacts, mais je crois qu'il y a plus 10% de coups balancés dans les jambes sur les 2 premiers rounds. Donc il a compris tout de suite que l'erreur qu'il avait fait au premier combat, dans le premier affrontement de MMA, c'était de pas justement essayer d'attaquer la mobilité d'Adesanya plus tôt. Parce qu'il s'est rendu compte aussi, au 5e round, quand il gagne le premier combat, que c'est en attaquant la mobilité d'Adesanya qu'il avait été capable de le terminer. Donc là, il a mis ça en place tout de suite. Ouais. Il a vraiment... voilà, c'est un mec, il est très fort. Il a perdu par KO de round, mais il est très fort. Et donc, il a vraiment altéré la mobilité d'Adesanya. Tu sentais qu'il était concentré. Et puis, voilà, encore une fois, comment tu analyses un combat? Les deux font un meilleur combat que le premier. Oui, en fait. Mais comment tu analyses un combat en général? Les gens, ils ont souvent à dire, le mec, il s'est fait mettre KO. Non, c'est juste qu'en fait, c'est 2 monstres. Tu peux pas analyser ce combat comme tu analyses l'autre. C'est 2 monstres.
Et la moindre micro-erreur de l'un va donner lieu à quelque chose de catastrophique parce que l'autre en face est très très fort. Donc voilà, il a fait un très bon combat. On peut pas le résumer autrement. Non, il a fait un très bon combat. Quand t'as raison, quand il est sur la séquence du finish, quand il accélère, quand il se découvre un petit peu, il a raison de le faire. Faut y aller. Mais c'est juste qu'en face, il y a un mec qui est un sniper et qui est très fort, c'est tout. Ouais, c'est ça. Donc c'est en ça. fait, oui, c'était magnifique. Il y a parfois l'analyse, elle est simple en fait. Hein. C'est que les deux ont fait du bon taf, mais qu'il y en a à un moment, il y en a un qui surprend l'autre. Une micro-erreur, Ouais. quand t'es face à des chirurgiens comme ça donne ça. Voilà, c'est tout. Ça donne un finish. Et intéressant, on en a parlé un peu en off, mais c'est un parallèle que tu citais Baba tout à l'heure, qu'ils ont fait dans le podcast Octogone hier, qu'on écoutait, sur cette séquence finale qui ressemble un peu à la séquence de fin de premier round. Alors il y a des différences parce qu'il y a un jab en plus, mais c'est pareil, il est contre la cage, il contre avec une droite. Et il essaye un crochet gauche qui arrive juste après la sonnerie. On parle du premier combat là. Au lieu de faire de doubler la droite comme il a fait dans cette séquence. Et peut-être que s'il double la droite, si on regarde les images du premier combat, il a peut-être le temps de le finir en fait dans ces 3-4 secondes qui restent. Il a taffé. Exactement. Il a taffé. Changer le petit détail qui fait la diff. C'est du travail. C'est pas du hasard. Hein. Ça, c'est du travail. Et à la fin, j'en parlais dans mon intro, il y a quand même, c'est parce que ça participe de la mystique d'Adesanya. On en a assez parlé sur les combats d'avant. Cette célébration, elle est iconique quand même. Quand il se met au-dessus, qu'il tire les 3 flèches. Alors, il le dit lui-même, il y pensait pas. Hein. Il l'a pas fait exprès de tirer 3 flèches pour les 3 défaites. C'est après, quand on lui a fait remarquer, il a dit c'est encore mieux pour l'histoire. Donc, il y pensait pas techniquement sur le moment. Mais il y a une célébration quand même qui rentrera dans la légende des célébrations de Dizzy. C'est une des plus belles célébrations de l'histoire. Ouais, franchement, pour toute l'histoire qu'il y a, pour tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Il y a un petit détail dont je voulais te parler. Moi, j'ai bien aimé. Je sais tu sais de quoi je vais parler. C'est qu'après ces flèches, il y a un moment, il pointe quelqu'un dans la foule et puis il se laisse tomber KO, comme s'il il se faisait éteindre. Et la personne qui pointait, c'est l'enfant d'Alex Pereira, qui doit avoir 11-12 ans, je dis peut-être une bêtise, 13 ans. Et en conférence de presse, Adesanya, il nous a expliqué pourquoi il avait fait ça en pointant le fils de Pereira. Écoutez. Je suis taquin et je n'oublie pas les choses. La première fois, il m'a mis KO au Brésil, son fils est monté sur le ring et il est venu faire le mort juste à côté de moi. Et je me suis dit, putain de petit con, je vais te botter les fesses si ton père ne le fait pas. Donc j'ai cherché son gosse, je l'ai pointé du doigt et je l'ai vu. Et j'ai dit, hey, juste pour qu'il se souvienne. Ah, voilà, Adesanya dans tout son Adesanya. Donc, vous reverrez les images, vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux, sur le web. C'est exactement la même chose d'ailleurs que fait le fils de Pereira. Quand Adesanya prend le KO dans le deuxième combat en kickboxing, il se met à côté d'Adesanya et il tombe comme ça. Le fils de Pereira tombe comme ça pour le chambrer. Ouais, donc, Adesanya reprend. Alors, là où je vais t'emmener, on va en débattre que une minute, Joe, mais. Franchement, perso, je trouve ça un peu abusé. C'est quand même un gamin, il a moins de 15 ans. En fait, c'est parce que je trouve ça légèrement abusé de s'attaquer à un gamin, mais il y a tellement de frustration chez Adesanya, tellement de passé là qui ressort d'un coup, que je vois pourquoi il le fait. Mais c'est un peu abusé, selon moi. Alors, je pense que ce qui donne cette vision-là, c'est... Tu sais que je suis tout pour le travail d'équipe. Hein. Mm. Mais là, il y a une petite erreur dans la traduction. Petit, ça veut pas dire taquin. Oui, c'est mesquin. Non, ça veut dire que tu t'attaches beaucoup à toutes les petites choses et que tu leur donnes beaucoup d'importance. C'est un peu du slang, tu vois. Ça veut dire que quand tu dis de quelqu'un qu'il est petit, ça veut dire qu'il va se vexer pour un oui, pour un non. Donc en gros, il avoue. Il a dit, moi j'ai tendance à me vexer pour un oui, pour un non, à t'as donné beaucoup d'importance. Il reconnaît que c'est trop en fait, il reconnaît que c'est trop. Il dit c'est trop, mais je suis comme ça, il assume qui il est. T'aimes qu'il assume en fait. Et moi, si c'est assumé, c'est ce qu'on en revient. Tant que c'est assumé, c'est assumé. Et oui, évidemment, quand il fait ça, j'ai tout de suite compris pourquoi c'était. Parce que, évidemment, j'ai encore l'image en tête du gamin de Poatan qui monte sur un qui se laisse tomber. Et là, ce qui est très drôle, c'est que j'ai vu les images du public. Quand Adesanya pointe les gamins de Poatan, ils sont en train de chialer. Oui, c'est terrible. Encore plus mesquin. Mais alors, moi, pour l'avoir vu, parce que on se dit tout avec les audiences, je ne l'ai pas vu en direct, le combat, je l'ai vu en replay le dimanche matin. Tout de suite, j'ai repensé au truc, en fait, en voyant la célébration, parce que j'avais vu l'image de... Et tu dis, non, c'est trop. Exactement. Et en fait, j'ai dû revoir le truc, mais c'est pas possible, il a pas fait ça. Il a pas agressé verbalement un gamin après une des plus belles victoires de sa... Eh ben si. Mais à la limite, je comprends ce que tu veux dire. C'est lui et il assume. Et tu sais quoi ? Il fait pas semblant. Attention, on va se mettre dans les ennuis. Pour moi, je trouve que c'est une bonne manière d'éduquer les enfants. Non, là, tu vas te... Faut leur apprendre un petit peu, non, voilà. Et puis, tu sais, c'est quoi la vraie histoire ? Ça, c'est très UFC. C'est que dans 10 ans, le fils de Poatan, il arrivera à l'UFC pour taper le fils. Tu vois ce que je veux dire ? On aura un truc un peu à l'ancienne. C'est la sœur de Poatan qui arrive. Exactement, oui, totalement. On parle de la suite rapidement pour finir sur cette Adesanya Pereira. Qu'est-ce qu'on veut pour les deux ? D'ailleurs, on va parler des deux. Adesanya. D'abord, pour qu'on se mette d'accord, moi, je veux absolument pas d'un 3, qui serait un 5, en fait. Ne remettez pas Adesanya Pereira tout de suite. Moi, j'ai pas envie de le voir tout de suite. Déjà parce que ça, je trouve que
en ce moment, on est trop dans les trilogies, les trucs, les redites. T'as pas envie de le revoir ou t'as pas envie de le revoir tout de suite? Tout de suite. Ok. Tout de suite. Ok. On parle de la suite tout de suite, Ok. prochain combat. Ok, ok. Je trouve qu'ils le font trop en ce moment, l'UFC. Les trilogies, les machins, on a Renounis Peña là bientôt. Je trouve qu'ils le font trop en ce moment. Mais bon, ça a aucun intérêt parce que c'est Oui, Diaz contre un combattant de moyenne. C'est un exemple qui est pas un parallèle, mais Ouais. tu vois ce que je veux dire. Enfin, je trouve qu'ils le font trop en ce moment et que j'aimerais un peu d'attente avant de revoir un Adesanya Bah. Pereira. Et deuxième point, je pense que c'est la dernière fois qu'on a vu Pereira chez les middle. Bah non, Personnellement. je sais pas. Tu crois pas? Bah, il a dit en conférence de presse qu'il allait rester. Oui, mais je pense que Et ça qu'au reste un light Glory, il heavyweight. coupait à 83 kilos. Pas Ça 84. reste un light heavyweight beaucoup sais plus pas. naturel. Je pense que couper pour aller faire Adesanya, je veux bien. Couper pour aller prendre tu vois, un autre moyen, Alors. pour aller prendre un Whittaker et tout, je pense que c'est pas la même au Qu'est-ce niveau qu'on fait motivation. Et juste pour finir sur Pereira là-dessus, je pense que, tu vois, c'est marrant, la vision qu'on en a. Après le premier combat qu'il a gagné, il y avait beaucoup de gens sur les réseaux qui disaient « Mais t'as vu combien il cut, il reprend 15 kilos dans la cage, c'est un cheat code. » Et les gens disaient c'est presque de la triche qu'il soit aussi gros dans la cage. Et t'as vu là, c'est la version inverse. Mais en fait, il cut trop, donc il a moins d'énergie le jour du combat, donc c'est une galère pour lui. Je pense que c'est pas fait pour lui en fait les moyens. Que c'était fait pour lui parce qu'il y avait Adesanya et que l'histoire était belle, mais qu'il faut qu'il aille en Moi, je light pense heavyweight. Et qu'en plus il peut ramasser du monde en light Je pense heavyweight. que sa coupe n'est pas si compliquée de ça. Tu crois il est Parce que tu il sais est en pourquoi galère encore là, deux Oui, points mais, d'avant. Hein. mais comme tous les combattants, parce qu'il est très musculeux. Et en fait, c'est plus facile de couper quand t'as plus de muscles de gras parce que les muscles ont tendance à retenir beaucoup de flotte. Donc, je pense que sa coupe, elle est compliquée. C'est une grosse coupe, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas non plus un truc genre Darren Till chez les welterweight. Ok. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on oriente le débat? On part du principe qu'il reste ou qu'il monte? On part du principe qu'il reste, puisque à la limite tu as dit Ok. qu'il restait toi. Bah, Moi je pense qu'il monte, mais part du principe qu'il Moi, reste. je te dis, j'aime pas ne pas être d'accord avec toi, mais s'il reste, je veux faire la trilogie. Direct. Parce qu'ils sont à un KO direct. Oui, Je vais te ça dire je pourquoi. comprends le 1 KO Parce qu'ils sont à un partout. KO partout, mais surtout par rapport au paysage de la division. Il n'y a personne d'autre qui va affronter Là on va y Adesanya. venir. La seule personne qui peut donner du fil à retordre à Adesanya, c'est Ramzat Chimaev. C'est la seule qui Il fait n'a sens. aucun combat en middleweight. Il en a un seul en 2020 quand il est arrivé à l'UFC. Mais donc il a aucun combat contre un classé, rien du tout. Donc Ouais. voilà, ça compte pas. Moi je suis d'accord, je trouve même que c'est pas légitime. Il a pas été champion chez Moi, les welter. j'aimerais. C'est pas légitime. Moi, j'aimerais voir Chimaev contre Adesanya, mais c'est mon esprit de fan de Chimaev Ouais, qui ouais, parle. tout à fait. Mais en fait, qu'est-ce qui fait sens? C'est de rebooker Adesanya Pereira pour la fin d'année. Ça va laisser le temps à Chimaev de faire ses débuts en middleweight. Ça va laisser le temps à un mec comme Bonical de se créer une petite hype, de monter. Et je pense qu'il peut monter très vite les classements. Oui. Et ça peut injecter un petit peu de son œuf. La division a été tellement nettoyée par Adesanya que tu en es au point où il n'y a plus d'opposants pour lui. Donc qu'est-ce que tu fais? Le seul qui a un argument pour combattre Et une histoire. Et une histoire, c'est Pereira, c'est le seul qui fait sens. Alors moi, si tu me dis Adesanya Whittaker 3, même si Adesanya a 2 victoires sur Whittaker, moi, je prends. Je prends parce que dans ma tête, Whittaker a un argument pour dire qu'il a gagné le second combat. Rappelle-toi que c'était très serré, Ouais, tout à fait. que ça peut être 48-47 dans les deux sens. Mais pour les masses, pour vendre, ça va intéresser personne. Donc pour moi, le seul combat qui mêle les deux, c'est-à-dire intérêt sportif et intérêt médiatique, c'est forcément Pereira et Adesanya. Et encore une fois, je le répète, tu es face à deux mecs qui sont tellement d'un très haut niveau que ça va forcément donner un combat qui va être excitant. Donc le temps que Chimaev et que Bonical montent, il n'y a que ça à faire. Tes arguments arrivent à me convaincre en partie. C'est Là où pas je dis, l'idéal, hein, mais c'est comme ça. Le plus vendeur et le plus important, on va dire, pour la legacy d'Adesanya, s'il veut un défi, tu vois, qui fait sa grandeur, c'est Chimaev. Il n'y a pas photo. Sauf que je trouve que c'est pas légitime. Je le répète, t'as raison, il a un seul combat chez les middle à l'UFC. John Phillips. Il a pas battu un classé, il a même pas pris un Vettori en Whittaker pour faire le test. Il n'est pas champion chez les welter. C'est pas comme si c'était un champion qui montait à qui on accorde du crédit. Il n'y a pas de raison que sportivement on le place tout de suite dans un title shot. Donc Chimaev, je le mettrais bien. Il y a l'argent. Je le mettrais bien contre un Costa ou un Vettori ou un Whittaker. Il y a l'argent, mais il y a aussi ce que tu as soulevé qui est très juste, c'est les emmerdes que ça peut faire avec Kadyrov. Et on le répétera, on en a déjà parlé, mais voilà, vous nous avez écouté les dernières fois qu'on a parlé de Chimaev, je vous le répète, la relation avec Kadyrov rend très compliqué pour l'UFC de l'accélérer très vite sur le titre parce que c'est une galère de relations publiques en fait. Non, de géopolitique. Ouais, c'est une vraie galère. Et peut-être que Trump, qui était à Miami avec Dana White d'ailleurs, même s'il lui en a parlé, lui a dit écoute, Kadyrov c'est chaud quoi. Enfin, tu te mets à côté de quelque chose de brûlant. Sportivement donc, j'aimerais bien Whittaker. Ça me plaît parce que, comme tu l'as dit, le 2 il est quand même plus... T'as qui sur le 2 le 2 j'ai Adesanya quand même. Moi j'avais Whittaker. T'as Whittaker, mais donc tu vois, s'il y a débat, ça mériterait d'avoir un 3. Il sort d'une victoire contre Vettori à Paris, il est numéro 1 classé chez les challengers, ça fait sens. Après,
Comme c'est un 3, tu te dis, l'UFC est peut-être pas fan de le refaire tout de suite. Moi, je te dis, Pereira, 3, j'en veux pas tout de suite, mais j'entends tes arguments, ça fait sens. Et après, derrière, le problème, c'est que tu as raison. C'est que contrairement à un Ousmane, dont on disait il a nettoyé la catégorie, alors que techniquement, il avait battu 2 fois Covington, 2 fois Masvidal. Adesanya, il a vraiment nettoyé sa catégorie. Les 2 premiers qui ne l'ont pas affronté dans le top 10 que tu vas chercher, c'est le numéro 6, Dricus du Plessis, le Sud-Africain. Il va lui botter le cul. Et le numéro 7, Sean Strickland, l'Américain. Ce qui d'ailleurs te fait ouvrir, ce que j'avais dit, rappelle-toi, avant le premier combat, si Nassourdine avait battu Strickland, il serait aujourd'hui sans doute le numéro 2 sur la liste des mecs qui n'ont pas affronté Adesanya. Bon, il l'a pas battu, il était loin de le battre. Mais ce qui est une dinguerie quand il pense. Et là où tous ces combats-là sont pas vendeurs, on va pas se mentir. Duplessis, Adesanya a dit il faut qu'il gagne 1 ou 2 combats en plus. Et après, il y a une vraie animosité par rapport au fait que Duplessis dit qu'il va être le premier vrai champion africain. J'allais te faire jouer le son parce que c'est le seul truc qui, je trouve, peut avoir une logique pour l'UFC, une logique un peu marketing. C'est que Dricus du Plessis, le Sud-Africain, il est nul. Avant son dernier combat, là c'est un autre problème, on va en parler. C'est vrai ou pas, il est nul. Mais je te rappelle le contexte, nul, tu vas un peu fort, mais en tout cas, je pense que par rapport à Adesanya, en effet, il y a un gap. Et donc avant son dernier combat à l'UFC 285, Dricus du Plessis, il avait dit aux médias, je serai, si je prends la ceinture, le seul et le premier champion africain, un vrai champion africain, puisqu'il disait, Ousmane a ramené sa ceinture aux États-Unis, Adesanya l'a ramené en Nouvelle-Zélande, c'est pas des vrais Africains, moi j'habite sur le continent africain, je suis le vrai Africain. Forcément, ça a titillé Adesanya et en conf après avoir éteint Pereira, voilà ce qu'il avait à en dire, Israël. Je veux lui casser la gueule. J'ai tellement envie de lui casser la gueule. Je veux le faire en Afrique du Sud ou au Nigeria, mais il doit faire son taf d'abord. Il doit faire ses preuves d'abord. Il faut qu'il me montre quelque chose. Comme ça, je pourrais lui péter la gueule et lui rappeler l'histoire. Tu choisis tes mots judicieusement quand tu parles des gens qui étaient là avant toi, des gens qui t'ont ouvert la voie. Tu dois bien choisir tes mots. Tu veux faire le bonhomme, tu veux te mélanger avec les adultes, choisis bien tes mots. J'ai pas envie de lui donner du buzz, mais s'il fait ce qu'il a à faire, et je prie Dieu pour qu'il continue à gagner, je serais ravi de traîner sa carcasse dans toute l'Afrique du Sud. Alors, on ne sait pas si ça se fera tout de suite, mais en tout cas, Adesanya a participé à vendre une histoire. Tu vois ce que je veux te dire, Joe ? Ça se fera pas. Ça peut vendre une histoire. Mais ça se fera pas parce qu'il va pas monter plus haut, notre ami Dre. Il est numéro 6 aujourd'hui. Oui, ça montera pas plus haut. Le problème, c'est que dans cette division, il y a Adesanya, Whittaker et Pereira qui sont trop au-dessus des autres. Mais demain, l'UFC dans un mois, l'UFC te dit on fait Adesanya du Plessis avec cette histoire africaine. Ça te saoule ça en fait intéresse pas. Ouais, moi je suis d'accord, ça me saoule un peu. Pas. Même dans ce cas-là, tu peux faire Ramzat tout de suite. Ouais, et après sur Ramzat, moi ce que je voulais ajouter aussi, c'est est-ce qu'Adesanya c'est dans son intérêt d'accepter le combat contre Ramzat ? Oui, je suis d'accord. Moi, je suis Adesanya, je refuse. Hein. J'avoue, je suis d'accord. Ramzat, lui, c'est tout de suite sur les réseaux, il a dit je suis là. Mais j'avoue, hein, du côté d'Adesanya, si on le prend côté Adesanya, pourquoi ? C'est même pas légitime sportivement. Enfin, pourquoi prendre ce combat-là, quoi ? Non, mais c'est juste que. Non, mais en plus, quand je dis ça, je veux dire que t'as un argument. C'était Adesanya pour dire les gars, ils le méritent même pas, en fait. Et t'as un argument et t'es bien content de l'avoir, l'argument. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. 100 fois. Ramzat, le problème, c'est que oui, Adesanya a une très bonne techno defense, etc. On l'a vu contre Brunson, mais par exemple contre Whittaker, les 2-3 fois où Whittaker lui prend le dos, imagine si c'est Chimaev dans le dos d'Adesanya. C'est une galère. Mais Chimaev, pour moi, Chimaev, c'est le plus fort. C'est une galère. Pour moi, même si j'ai pas besoin de l'avoir vu combattre, enfin si. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Pour moi, il est. Ton avis est fait par rapport à ce que tu as vu. Ouais. Mais le problème, c'est que voilà, il a pas d'argument pour avoir le title shot tout de suite. Et c'est comme on parle de Bonical, c'est peut-être on se projette parce qu'il a qu'un combat à l'UFC et tout, mais tu vois que par le style, ça peut être très ennuyeux. Mais même Bonical, je pense que Adesanya, il faut qu'on en profite, hein, parce qu'il a dit, il a encore quelques combats en lui. Ouais, je sais. Je sais pas si il va attendre que Bonical monte dans les classements. Non, parce que pareil, il ferait peut-être bien de pas attendre. En fait, selon comment tout le monde Bonical. J'anticipe peut-être la suite de ton conduit. Pour moi, la question qui se pose, parce que j'ai vu des dingueries passer ce week-end, c'est vraiment le plus grand middleweight de l'histoire de l'UFC. On a vu passer les mêmes. Les gars. Et on a eu la même réaction. C'est qui Anderson Silva pour vous arrêter un peu Tu peux pas comparer pour l'instant, parce qu'Anderson Silva, quand il est monté en light heavyweight, dans la catégorie du dessus, il a cassé des bouches, il a défendu son titre une palanquée de fois. Là, il y a un manque de culture sur l'histoire de l'UFC, parce que Anderson est encore largement plusieurs étages au-dessus. Largement. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'Adesanya doit faire pour arriver à surpasser Anderson dans l'histoire ? Et là, ça va être intéressant, parce que s'il lui reste vraiment que quelques combats, qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est quoi le chemin pour rentrer au moins dans la discussion ? Là, pour la legacy et tout, là, faut faire Chimaev tout de suite. Pour l'héritage. Si dans sa tête, il a genre 3 combats qui lui restent, fais Chimaev.
Fais Chimaev au plus vite. Chimaev, Au plus vite. Mais alors, tu tapes Pereira pour vraiment clore la trilogie, parce que c'est très bien que si il ne fait pas la trilogie quand il va se retirer, ils diront bah oui, mais il était toujours un partout avec Pereira. Tu vois, donc il faut clore le chapitre. Donc Pereira, Ramzat. Si Ramzat est qui il est et qui passe un test en middleweight, et après c'est bon. Après tu retentes une dernière fois de monter une fois et puis c'est fini quoi. Ouais, tu retentes une dernière fois. Mais même s'il fait ça, admettons, même s'il bat Pereira une deuxième fois, même s'il bat Ramzat, même s'il monte en light heavyweight et qu'il gagne en light heavyweight, est-ce qu'on est dans la même discussion qu'Anderson Silva? On s'en rapproche quand même. Le seul argument qu'il aura pour lui, on s'en rapproche. Ça sera de s'être retiré avant que son prime soit passé. Tout à fait. Et parce qu'Anderson Silva, on a des images qui sont dégueulasses de lui sur la fin de sa Sur le carrière. pure run middle, il y aura toujours débat, mais il s'en approcherait quand même fort. Non, il n'y aura pas de débat. Alex. Il peut pas l'égaler. Il peut pas l'égaler. Non, tu me connais, tu sais que je suis. Mais tu sais pourquoi il peut pas l'égaler? Il s'en approcherait C'est fort. pas de sa faute, c'est juste que la concurrence n'est pas la même. Non, mais je te rejoins là-dessus, mais le débat serait beaucoup plus proche qu'on peut l'avoir aujourd'hui, parce que quand je vois passer les trucs ce week-end, je suis d'accord avec toi, je bondis sur ma chaise. On prend quand même un petit mot sur le co-main event de cet événement. C'était Jorge Masvidal qui faisait son jubilé, en fait. Il l'avait même annoncé la semaine que s'il perdait. Tu sais, un combattant qui dans la semaine te dit si je perds, je prends ma retraite. C'est ce que Burns avait dit, ouais. C'est que tu sais déjà qu'en fait, il sait qu'il va perdre et qu'il sait qu'il va prendre sa retraite. C'était à Miami, donc c'est bien pour lui d'avoir fini là-dessus. Victoire décision unanime de Gilbert Burns, qui est de 30-27 en 29-28. Même le 29-28, c'est un cadeau de départ pour Masvidal. Il y a 30-27. Je pense que Burns, même s'il a un peu plus d'audace et s'il est un peu plus agressif, il le termine. Parce qu'il y avait un monde d'écart. Non, ils ont continué de respecter Masvidal. Le deuxième et troisième, il propose quand même plus grand-chose, Masvidal. Il fait vieux, il fait usé. Il a 39 ans, il a 50 combats de MMA. Il combattait dans la rue avant. Il était vieux dans le deuxième et le troisième. Ouais, dès le premier, t'as raison. Ouais. Il a plus de, j'ai dit, il a 50 combats de MMA. Il combattait dans la rue avant quand il était jeune. Il est l'heure de dire au revoir. Peut-être qu'on le reverra dans d'autres choses. On sait qu'il est dirigeant d'une orga de MMA un peu régionale. On sait que peut-être qu'un gros chèque le fera sortir pour un combat de boxe, tu vois, voilà. Non, il organise des combats de boxe. Il a organisé Roy Jones Jr. contre Anthony Pettis, Jeremy Stevens contre José Aldo. Mais on peut dire que sa carrière et l'UFC c'est terminé. Enfin, on n'a plus envie de le revoir. Il est plus. Je t'avais dit la semaine dernière. D'ailleurs, je mets une amende honorable quand j'avais dit qu'il était surcoté. Masvidal, c'est pas sur sa carrière. Masvidal, c'est le Hall of Fame direct de l'UFC. Il y a pas de souci pour moi. Avec tout ce qu'il a donné. Par contre, quand je disais surcoté, c'est sa fin de carrière. L'année 2019 avec KO sur Askren et le BMF. Ça le fait que les gens le considèrent comme un des tops de la KT, alors que ça faisait quelques temps qu'il n'était plus un top de la KT, en fait. Hall of Fame, s'il va au Hall of Fame, ça veut vraiment dire que le Hall of Fame de l'UFC ne veut pas dire grand-chose. Pour ce qu'il représente. Mais tu sais, moi, j'en ai parlé avec... moi, je le mets, je l'intègre, puisqu'ils mettent Donald Cerrone, je mets Masvidal. Mais si on en reparle dans 30 ans, je pense que ce genre de profil n'aura plus place dans le Hall of Fame si tu fais un Hall of Fame où il y a vraiment que le crème de la crème. Mais Cerrone, il a longtemps eu des records. C'est les records sur les finishes, les bonus, donc non. Mais qu'est-ce qu'on... La petite question sur lui, juste, qu'est-ce qu'il laisse? Qu'est-ce que tu gardes de Masvidal dans l'histoire? Quelle trace il te laissera? Du fun. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Du fun. Son KO, t'es obligé quand tu rates, t'es obligé de le retenir. Après, pour parler plus précisément du combat, c'est dès la pesée que j'ai vu que c'était fini. Parce qu'en fait, l'état de forme dans lequel il s'est présenté, tu sentais que... Non, il avait déjà lâché. C'était le jubilé. C'est à Miami, c'est bien. Après, ça ne m'étonnerait même pas, excuse-moi, qu'il ait dit à l'UFC, foutez-le à Miami si vous pouvez cet event, parce que je vais bâcher après, quoi. Et après, je pense qu'il aura apporté à la compagnie, à l'UFC, à l'organisation, il aura apporté un petit peu sa part de lumière à un moment où il n'y avait pas Conor, par exemple. Totalement. Cette année 2019, il sauve un peu l'UFC en termes de star power. Il n'y avait pas Conor. John Jones, c'était sur ses combats contre Reyes et tout, il était beaucoup moins star. Il a pris tout le poids médiatique de la médiatisation de l'organisation. Donc voilà, après, on aime ou on n'aime pas le personnage Jorge Masvidal. Mais en tout cas, tu es obligé de respecter ce qu'il a fait dans sa carrière. Quand on parle de combattant, c'est un vrai combattant. Il part, c'est pas si moche que ça comme fin. Il part sur des défaites. 4 défaites de suite, mais bon. C'est pas non plus des défaites où il se fait rouler dessus. Il y a du... Voilà. Il y a le KO contre Ousmane, certes, mais non, j'ai du mal à trouver mes mots.
Écoute, je te dirais juste que bravo à lui, Hall of Fame pour moi non, mais il aura permis de rendre les choses très très fun pendant une petite période. Ouais, complètement d'accord avec ton analyse sur ça. Et puis ça restera un combattant marquant, quelqu'un dont on se souviendra de la trace à l'UFC. Et j'ai checké les combats de boxe, ils étaient très bien organisés. Hein. Ouais, tout à fait. Ça va. T'as vu José Aldo, Jeremy Stephens? C'est un bon businessman. Moi, je suis sûr qu'il va réussir dans le business. Tu sais combien ils ont été payés, Pettis et Roy Jones? Ouais, il a 800 000 ou 700 000. C'est un délire par rapport à l'UFC, c'est un délire. Mais je pense qu'il c'est un très bon businessman, Masvidal, et qu'il va très bien réussir là-dedans, sans aucun souci. Et la dernière question sur ce combat-là, c'est sur Burns. Tu lui files, toi, le title shot contre Leon Edwards tout de suite ou pas? On rappelle que pour Dana White, il veut Colby Covington contre Leon Edwards. Peut-être le 22 juillet à Londres, d'ailleurs, parce que ça sent un événement à Londres le 22 juillet. Et Leon Edwards a dit qu'il voulait pas Covington. Enfin, Covington le méritait pas. En fait, Dana White, avant le combat, pour finir le contexte, avait dit si un des deux, Burns ou Masvidal, fait une performance qui mérite qu'ils aient le title shot, on y réfléchira. Je pense pas qu'il ait malheureusement fait une performance qui fasse qu'on dit c'est lui, ça doit être lui. En conf de presse, il a dit c'est donnez-moi le title shot ou release me, libérez-moi de mon contrat parce que j'en ai marre et que je veux ce title shot. Qu'est-ce qu'on fait avec Burns, Joe? C'est compliqué, parce que la performance ne garantit pas un title shot. En revanche, il a dit qu'il voulait être le backup de Leon Edwards, Colby Covington, donc ça veut dire qu'il se garantit le prochain title shot. Après, attention, c'est peut-être un peu bizarre ce que je veux dire parce qu'il a pas cette série de victoires, mais pour moi, il le mérite plus que Belal Mohamed. Qui lui a une grande série. Belal Mohamed, il a une grande série, mais sa victoire la plus notable, c'est Sean Brady, qui était juste un prospect. Tu vois, c'est un bon top 10, Sean Brady, attention. Mais tu vois, par exemple, la défaite de Burns contre Ramzat a pour moi plus de poids dans la balance que la victoire de Belal Mohamed contre Sean Brady. Ouais, oui, vu le combat que c'était contre Ramzat. Bon, moi, je lui donnerais parce que je l'aime bien, Dourinho. Donc, moi, oui, mais aussi, après, c'est compliqué. On sait que c'est aussi du business. Il y a un truc qui m'a bien fait marrer aussi, que Dourinho a expliqué. C'est qu'en fait, il explique qu'il est quasiment sûr que Masvidal s'était graissé. Donc, oui, je sais, en fait, en gros, tu te lèves le matin, tu prends ta douche, tu te mets de la lotion, tu laisses la lotion pénétrer tes pores, tu t'en remets une couche et en fait, automatiquement, dès que tu vas transpirer, tu vas devenir ultra glissant. C'est slippery, comme ils disent là-bas. C'est drôle que ce soit pas le Brésilien qui fasse ça. C'est vrai. Normalement, c'est un truc de Brésilien de faire ça. Totalement. Très, très drôle. Totalement. Et on en a vu beaucoup dans l'histoire là-dessus. En jiu-jitsu, ça, c'est évident. Mais ce qui est marrant, quand tu regardes le top de cette KT, ce qui est compliqué pour Burns, si tu le mets pas en title shot là, c'est qu'il y a plus grand-chose à faire, en fait. Parce qu'il normalement, va y avoir Belal contre Rakhmonov. En tout cas, c'est ce qu'avait annoncé Dana. Et tu remarques que parmi les seuls du top 5 qui resteraient pour Burns, il resterait que Ousmane, qui est pas plus ou moins bouqué. Donc, ton seule solution, c'est la revanche contre Ousmane. Elle m'excite pas des masses. Et je suis pas sûr que Burns, elle l'excite des masses. On rappelle, ils étaient coéquipiers. Burns, tu le mets en backup de Leon Colby. Et gentiment, tu lui donnes le prochain title shot. Ça vendra rien du tout. Ça vendra des cacahuètes. Ça va intéresser personne. Mais au moins, tu vois, t'es obligé d'un petit peu récompenser. Bon, merci Joe pour ce débrief de l'UFC 287 et la victoire d'Adesanya sur Pereira. L'UFC qui nous a rappelé, petit clin d'œil à Raúl Rosas Jr., que quand t'es jeune, t'as pas la maturité. On développe pas là-dessus. Non, si, il y a des gens qui le voyaient triple champion. On développe pas là-dessus, laisse-moi faire ma conclusion. La maturité, ça s'acquiert. Voilà, messieurs. Merci Joe. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode, t'as tout compris. Mais, mon ami, non, Max, il te dit, tu me lances et tu me laisses pas réagir. C'est un second. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine, on va reparler boxe. Il y a un gros combat. Ryan Garcia, Gervonta Davis, ce sera sur RMC Sport et on en parlera la semaine prochaine. T'es beau à la télé, toi. T'as vu ça? Ça nous permettra de reparler de Shakur Stevenson et des légers cette semaine. Pourquoi je dis que t'es beau dans la télé? Fais-toi ta promo. Parce qu'on a le film sur Gervonta Davis et Ryan Garcia qui est disponible sur YouTube de RMC Sport et dans lequel je vous fais un peu le narrateur. C'est en tout cas comme ça qu'ils m'ont utilisé. Et on voit que t'as vraiment un physique de radio. Ah, c'est clair, c'est clair. Voilà, maintenant on est sur YouTube donc je peux plus me cacher pour ça, mon Joe. Merci, mon Joe, pour ce débrief. Merci, Alex. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.